Clément, Angélique, il faut que vous remettiez votre micro et votre caméra. Ok, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Hop. Je vais projeter et démarrer. Est-ce que c'est tout bon, Angélique? C'est tout bon pour moi. Parfait. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation du Product Owner pour les nuls. Donc le Product Owner, si pour vous, c'est juste un chef de projet numérique en mode agile, car vous avez fait une petite recherche Google et c'est le premier résultat que ça remonte, ça va pas trop vous aider. Ou alors, pour vous, c'est plutôt le type sympa qui intervient parfois dans votre équipe juste pour donner son avis, mais vous vous demandez, en fait, il sert à quoi celui-là? Eh ben, vous ne vous êtes pas trompé, c'est the place to be. Donc, nous voilà partis dans l'univers du Product Owner tel que défini par le Scrum Guide. Donc, tout d'abord, un petit remerciement aux sponsors qui ont pu permettre cette conférence et cet événement à distance. Toujours en introduction, vu le contexte actuel en visio, on va vous mettre quelques petites règles pour que cette séance soit plus fluide. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit au fil de l'eau dans le canal QA, qui doit être là ou là, je sais pas. Les séances de réponse aux questions seront en fin de présentation pour que ce soit plus clair. Et en cas d'incompréhension, je vous invite à lever la main pour monter sur l'estrade. Et si vous souhaitez nous contacter par la suite, soit vous nous chattez directement, soit on se trouvera au stand de Soprasteria. Donc, le programme de cette présentation, dans un premier temps, on va découvrir qu'est-ce qu'un PO et qui peut être Product Owner. Ensuite, on verra qu'est-ce qui fait sa force, ses compétences et ses qualités. On ouvrira ses responsabilités et ses tâches au quotidien. Et enfin, on vous donnera quelques exemples pour essayer de réagir dans des situations concrètes. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Clément Ponsonnet. Ça fait une dizaine d'années que je suis à Soprasteria et j'ai toujours travaillé en agilité. Donc, tout d'abord par membre de l'équipe, donc en tant que jeune développeur, ensuite Product Owner, Scrum Master, et maintenant, j'interviens sur les projets pour faire du coaching agile. Et toi, Angélique? Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Angélique Dubrul. Alors, moi aussi, je suis chez Soprasteria depuis 10 ans et j'interviens sur des missions en tant que Product Owner ou en tant que maîtrise d'ouvrage, suivant les projets, en fait. Mais bon, dans les deux cas, les compétences sollicitées, les responsabilités qui en découlent sont quasi similaires. Okay. Alors, nous allons donc au cours de cette conférence vous raconter l'histoire, la vie, l'œuvre de Pierre Olivier, alias PO. Alors PO, il est PO, c'est-à-dire qu'il est Product Owner. Donc un Product Owner, c'est l'un des 3 rôles qui est décrit dans le framework Scrum avec le Scrum Master et la Development Team. Si on traduit littéralement, PO, c'est celui qui possède le produit. Alors, pour être plus parlant, en français, on parle plutôt de responsable du produit. Sa mission principale, on le répétera assez souvent tout au long de cette conf, c'est de maximiser la valeur du produit et plus exactement, de délivrer au plus tôt un maximum de valeur. Il est le représentant des parties prenantes, c'est-à-dire des futurs utilisateurs du produit ou de ceux qui en sont les commanditaires, ceux qui investissent du budget sur ce produit. Il est également l'unique décisionnaire concernant le produit. Ça aussi, on va souvent vous le répéter tout au long de cette conf. Mais attention toutefois, unique décisionnaire, ça ne veut pas dire que c'est un despote. Il doit juste avoir un avis éclairé sur le produit et c'est lui qui aura le dernier mot au final. Alors maintenant qu'on vous a présenté rapidement ce qui se cache derrière le terme Product Owner, Clément va nous présenter qui est PO et quelles sont ses différentes casquettes. Donc oui, les différentes casquettes de notre Product Owner. Donc, dans un premier temps, on va dire qu'il a la casquette du marketing. Donc, il va gérer les événements, les projets, les
C'est lui qui va devoir faire la pub, qui va devoir vendre son produit auprès des autres. Ensuite, il a aussi la casquette du client final. En fait, c'est pour lui qu'on fait ce produit et il est le représentant des futurs utilisateurs. Il a aussi une autre casquette qui est plus une casquette d'analyste fonctionnel, parce qu'il a une forte connaissance du métier, ça c'est sûr, mais il sait aussi ce qui se trouve derrière l'application. C'est pas un pur technique, un pur développeur, mais il sait comment ça marche et comment on développe un logiciel. Et enfin, sa dernière casquette, c'est lui qui devra rendre des comptes sur la bonne marche du produit. Il est responsable du produit. Et il sera responsable autant que du succès que de ses échecs. Et maintenant, je vais laisser Angélique parler des compétences et des qualités du product owner. Donc Angélique, peux-tu me dire ce que tu recherches chez un product owner? Oui, je le peux. Alors, la première compétence que je vais rechercher chez un product owner, c'est qu'il connaisse très bien le domaine métier sur lequel il va intervenir. Il connaît le métier des utilisateurs, il connaît leurs enjeux, leurs contraintes, pas forcément les détails techniques, mais en tout cas, il a une vision globale de ce métier. Il connaît le marché du produit, la réglementation qui le régit, la concurrence, les opportunités, les menaces du marché. La seconde compétence que je vais rechercher, c'est qu'il possède une vision du produit, qu'il ait une certaine hauteur de vue pour savoir où il veut et où il va aller. Sans ces deux compétences, en fait, il risquerait de délivrer un produit qui est complètement inadapté et donc sans valeur, ce qui est contraire au rôle de PO. Ok, donc si je comprends bien, il a une certaine hauteur de vue, il connaît son sujet, il a une vision long terme, bref, il sait où il va et il partage sa vision. C'est exactement ça. Il sait où il va, il le partage. Et je dirais même, pour aller plus loin, en fait, qu'il emmène ses interlocuteurs là où il veut aller. Et pour parvenir à faire ça, en fait, il doit avoir un certain nombre de qualités. Alors, la première qualité qu'il doit avoir, ça peut paraître paradoxal, il doit être capable de dire non. Il doit être capable de refuser des fonctionnalités qu'il sait qui ne vont pas être utiles. Il doit être capable de dire non à sa hiérarchie ou à un responsable commercial qui souhaite modifier le planning de release d'un produit. Néanmoins, il ne doit pas pour autant camper sur ses positions. Il doit aussi faire preuve d'ouverture d'esprit et être capable d'écouter les idées, les suggestions que lui amènent ses différents interlocuteurs. Il doit être capable de les analyser objectivement, peut-être remettre en question une partie de sa stratégie et intégrer certaines de ses suggestions parce que après analyse, en fait, elles apportent de la valeur et elles sont donc complètement pertinentes. En d'autres termes, il doit servir son produit et pas ses propres intérêts. Et enfin, le product owner, il doit aussi être un très bon communicant. Il doit avoir un très bon esprit de synthèse pour pouvoir faire passer ses décisions efficacement auprès de ses interlocuteurs. Il doit être capable de résumer en quelques mots pourquoi on fera ou pas telle fonctionnalité. Ces compétences et qualités, elles vont lui permettre d'assumer les nombreuses responsabilités qui sont de son ressort et que Clément va vous détailler là tout de suite. Donc oui, le product owner, ses responsabilités. Donc tout d'abord, il est responsable de son produit et particulièrement de produire de la valeur métier. Ensuite, il a aussi le budget qui est un élément essentiel puisqu'il va justement lui permettre de financer une équipe de développement et de mener à bien la réalisation de son produit pour produire cette fameuse valeur métier. Ensuite, il a aussi le planning global de son produit qu'il va devoir gérer, parce que c'est lui qui va décider dans quel ordre on réalisait les fonctionnalités, la date à laquelle elles sont attendues, éviter que ça dérive qui pourrait impacter justement la roadmap, ou un respect du délai de mise sur le marché de son produit. Donc les manières de mettre son produit sur le marché, avec par exemple la mise en place de plans de déploiement des différentes fonctionnalités du produit. Donc voici donc sa responsabilité sur le produit à développer. D'accord, donc en fait, c'est un chef de projet. Eh ben non, c'est pas un chef de projet, c'est un chef de produit à la limite. En plus, certaines responsabilités peuvent amener à des conflits d'intérêts. Par exemple, la recherche de réduction des délais et des coûts pour inciter à sacrifier la qualité du produit.
Ça, c'est vraiment pas très bon. Et en plus, c'est l'équipe tout entière qui est responsable de qualité du produit. Donc en plus, il n'y a pas de management d'équipe. Dans Scrum, on parle bien d'équipes auto-organisées, d'équipes autogérées. Donc aucun management hiérarchique. Donc on a vu qu'il était responsable du produit, il est aussi responsable du backlog. Donc c'est lui le seul responsable de la gestion du produit backlog. Il va le définir, il va prioriser les éléments à l'intérieur, il va ensuite, sur les éléments qu'il a priorisés, c'est lui qui pose une valeur métier, qui va pouvoir mettre à jour. Il va décider justement soit de faire sortir des fonctionnalités qui n'ont plus d'intérêt, qui n'ont plus lieu d'être, ou alors de compléter son backlog avec des nouvelles fonctionnalités qui vont devoir être intégrées. Donc, il a vraiment cette responsabilité de gestion du backlog. Donc, finalement, il va être responsable de la réussite du produit. Et pour conclure, donc les responsabilités du product owner. Donc, contrairement aux idées reçues et aux idées populaires, le product owner n'est pas responsable du produit réalisé. C'est bel et bien l'équipe de développement qui en a la responsabilité. Donc, pourtant, on voit souvent des product owners qui doivent tester et valider le rendu final. Sachez que c'est une très mauvaise pratique. Ça peut amener l'équipe de développement à se désengager sur cette gestion des tests. Et en fait, le product owner, lui, il a la responsabilité de fournir les meilleurs items pour l'équipe de développement et de valider que ces items répondent à sa demande, à son besoin métier qu'il a exprimé. Mais ensuite, c'est l'équipe de développement qui revient si elle a des impacts à gérer pour éclaircir ça. Ensuite, il doit aussi prioriser de façon à ce que les éléments livrés aient un maximum de valeur le plus tôt possible. Donc, cela permet justement de réduire la boucle de feedback et ça peut notamment débloquer du budget pour avoir un produit intéressant si le budget est coupé. Donc, ça va faciliter l'adaptation au quotidien. Donc, maintenant qu'on a présenté ses responsabilités, je vais laisser Angélique nous présenter ses activités. Ouais, alors on a vu PO, il est super balèze, il sait faire plein de choses, il a une multitude de responsabilités. Ok, mais bon, concrètement, il fait quoi tous les jours? Eh bien, il va interagir en permanence avec deux univers qui sont complètement différents. D'un côté, les parties prenantes ou les utilisateurs, c'est-à-dire plutôt le côté métier. Et de l'autre côté, l'équipe de dev, donc plutôt le côté technique. Alors, on va zoomer dans un premier temps sur son interaction avec les parties prenantes ou le métier. Lorsqu'il est auprès du métier, le product owner, dans un premier temps, il va les aider à exprimer leurs besoins. Parfois, c'est des simples idées, plus ou moins claires, complètes, qu'il va essayer de creuser, de détailler avec eux. Donc, c'est toute la phase de recueil du besoin. Il va également s'attacher à bien comprendre ce que le métier exprime, s'assurer qu'ils partagent les mêmes termes, le même vocabulaire. Il va pour ça beaucoup reformuler et formaliser par écrit. Il va également challenger les besoins exprimés. Pourquoi vous voulez faire ça? L'idée exprimée, est-ce qu'elle répond à un vrai besoin de l'utilisateur ou est-ce que c'est juste une idée sympa? Et donc bien valider que l'idée exprimée est un vrai besoin. Lorsque le besoin est clarifié et travaillé, il va décrire les objectifs du produit, la vision cible, et les partager d'abord avec le métier, mais aussi avec toutes les personnes qui travaillent sur le produit, et notamment l'équipe de dev. Ces objectifs, ils pourront même être affichés au mur, par exemple pour permettre à chacun de se rappeler à chaque instant pourquoi on fait telle ou telle fonctionnalité, et comme ça garder le cap, pas se perdre dans des fonctions inutiles, surtout quand on a la tête dans le guidon, ce qui arrive quand même assez souvent. Dans un second temps, lorsque la première étape d'expression du besoin sera digérée et assimilée, le product owner pourra revenir vers le métier en organisant des ateliers pour approfondir, compléter la description des fonctionnalités, co-construire avec eux aussi la solution, enrichir avec de nouvelles idées ou au contraire rejeter des idées qui avaient été précédemment envisagées et qui sont plus forcément pertinentes.
Et enfin, le product owner, il va évaluer la valeur métier de chaque thématique, de chaque item, c'est-à-dire évaluer la valeur pour l'utilisateur et non pas ce que ça coûte. D'ailleurs, au passage, si vous êtes intéressé par les méthodes de valorisation, je vous invite à consulter le support de la conf 10 recettes pour valoriser son backlog qu'on avait présenté l'année dernière à l'Agile Grenoble. Mais au fait, Clément, tu te souviens pourquoi on valorise ? Ce serait pas pour apporter un maximum de valeur au plus tôt? Eh oui, en effet, il fait tout ça pour apporter un maximum de valeur au plus tôt. D'ailleurs, et quoi, une fois qu'il a récupéré les infos des utilisateurs et des parties prenantes, il a fini son job, le product owner? Eh bien non, il n'en a pas fini pour autant, PO. En effet, il va maintenant lui falloir commencer à jouer son rôle d'intermédiaire entre ces deux mondes. Et notamment, il va être la voix des parties prenantes et des utilisateurs auprès de l'équipe de dev. Il va leur partager tout ce qui a été travaillé avec le métier, les objectifs et la vision cible du produit, les différentes idées, la valeur de chaque besoin. Il va aussi recueillir leurs questions, parfois leurs suggestions. Y répondre quand il le peut, mais parfois il devra retourner voir le métier pour travailler avec eux sur la réponse à apporter à l'équipe de dev. En bref, il communique. Et tout ça, c'est dans un seul but, c'est donner du sens à l'équipe, leur expliquer pourquoi, et c'est bien pourquoi en 2 mots, ils travaillent pour les motiver et les impliquer sur la réussite du produit. Alors, au-delà de son rôle d'intermédiaire, de porte-parole du métier, le product owner, il va également suivre le bon avancement de son produit. Et notamment, il va suivre l'évolution du périmètre fonctionnel, les fonctionnalités qui sont déjà délivrées, celles qui restent à délivrer, celles qui sont à ajouter ou à supprimer. Il va aussi suivre le délai de mise sur le marché des fonctionnalités et plus globalement du produit, mais aussi le budget consommé, ce qui reste à consommer. Donc parfois, il va devoir faire des choix, des compromis. Et enfin, il doit identifier aussi, évaluer les risques fonctionnels et donc prendre des décisions, définir des plans d'action pour gérer au mieux ces risques. C'est clair, Clément ? Bah oui, hein, donc c'est un chef de projet, Non, quoi. c'est toujours pas un chef de projet. Il a bien un rôle de pilote, mais c'est pas un chef de projet. Tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, il ne gère pas l'équipe. Il n'a pas un rôle de management hiérarchique. Alors maintenant qu'on a détaillé le rôle côté métier du product owner, Clément, comment est-ce qu'il interagit avec le côté technique ? Donc effectivement, on va zoomer maintenant sur la communication régulière qu'il a auprès de l'équipe. Donc avant un sprint, notre product owner, il prépare un certain nombre d'éléments. Donc il va créer le produit backlog avec un certain nombre de user stories. Donc c'est le terme qu'on utilise le plus souvent, même si elles ne sont pas encore suffisamment matures. Il faut pas qu'il hésite à en renseigner. Ça peut être juste une phrase auquel il a pensé. Il le note dans son produit backlog et 3 mois après, il y revient parce que le besoin, il se fait vraiment ressentir et on va le prioriser, donc on va pouvoir l'éclaircir. Donc ça va permettre vraiment d'envisager une solution globale pour créer son produit, même si on n'a pas une vision fine et précise qui est encore définie. Donc il fait vivre un backlog à partir des besoins identifiés, il enrichit, il rejette, tout ça en permanence. Ensuite, son autre travail, c'est qu'il va le prioriser, ce backlog. Donc le prioriser, ça c'est en fonction de la valeur métier, en fonction du coût de ma user story, pour essayer justement d'avoir des gains assez rapides, en fonction des délais, en fonction des interdépendances qu'on peut avoir, en fonction des risques. Donc là-dessus, pourquoi il fait cette priorisation indispensable? Bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est pour maximiser la valeur métier à tout moment. Donc ensuite, c'est pas fini, il va aussi cadrer les user stories pour qu'elles soient justement suffisamment claires et petites pour être développées dans un sprint. On parle aussi de definition of ready.
Donc, les definition of ready, hein, c'est un ensemble de critères qui ont été définis au sein de l'équipe pour dire cette user story est prête à embarquer dans un sprint. Donc, pour cela, on va parler d'affinage. Donc, l'affinage de notre backlog, ça consiste justement en un ajout de détails, des estimations, de l'ordonnancement des éléments du backlog produit. Donc, c'est vraiment une activité régulière dans l'équipe entre le product owner et l'équipe de développement, où justement, ils vont collaborer ensemble pour détailler les éléments du backlog. Donc, l'équipe Scrum, elle décide de comment et quand l'affinage elle est effectuée, mais généralement, ça ne doit pas occuper plus de 10% de la capacité de l'équipe de développement. Donc ça, c'est souvent effectué lors de réunions d'affinage, donc les refinement meetings. Souvent, on dit qu'il y a une 5e cérémonie. Aussi lors de poker planning, on va justement partager ces user stories et les détailler. Donc les user stories, elle est présentée par le product owner. On va s'assurer que tout le monde est en phase sur la bonne compréhension. Ça crée de la discussion. Et ensuite, on va pouvoir compléter, si besoin, les user stories et l'ajuster en fonction des remarques. On peut même la redécouper au passage, si le besoin s'en fait ressentir. Donc tout ça, c'est, on va dire, la préparation d'un sprint. Ensuite, pendant le sprint, donc au début du sprint, a lieu le sprint planning avec toute l'équipe. Donc là, il va y avoir une définition de l'objectif de mon sprint par l'équipe. Donc c'est quelque chose de négociable, notamment par rapport aux contraintes techniques. Ça va être discuté entre l'équipe de développement et le product owner. On va aussi choisir les user stories les plus prioritaires qui vont constituer le sprint et répondre à cet objectif. On va définir le plan pour réaliser ces user stories. C'est-à-dire qu'on va découper nos user stories en petites tâches de travail et ainsi construire notre sprint backlog détaillé. Et ensuite, tout au long du sprint, on a le product owner qui doit être présent pour répondre aux questions de l'équipe de développement. Ouais, mais bon, Clément, c'est un peu pénible parce que, moi, l'équipe, elle contredit tout le temps ce que je dis, ils me propose d'autres solutions. Ça m'empêche d'avancer, moi. Oui, c'est pénible, mais c'est aussi le droit et le devoir de l'équipe de challenger le product owner. Donc justement, c'est là où on va avoir une émulation pour proposer une meilleure solution qui répond aux besoins. Ou alors pour parler d'un cas d'usage, un impact qui avait été non vu, où il faut définir une règle de gestion qui avait été non envisagée au départ, si on a le product owner à côté de nous, on peut lui poser directement la question qu'est-ce que tu souhaites qu'on mette en place dans ce cas-là. Et donc le product owner, il doit accepter ce challenge. Comme on l'a dit, ce n'est pas un despote ou un demi-dieu. Il a le droit de se tromper. Mais au final, c'est lui, le product owner, qui prendra la décision. C'est lui le responsable de notre produit. Clément, tu as fait un gros bruit là. Oui, je vous ai perdu. Vous me entendez? Là, c'est bon, ça a arrêté le bruit. Est-ce que tu peux remettre Allô, allô? ton... J'ai coupé le micro à Clément. J'avoue, je t'ai coupé le micro, Clément. On avait un gros bruit. Je pense qu'il y a ton casque qui bug. On t'entend plus là du coup. Attends. Je t'ai muté pour que tout le monde puisse arrêter le bruit. Je tente de le remettre. Je crois qu'il s'est pas rendu compte. Il nous voit peut-être pas, non? Je pense qu'il y a un bug. Je vais l'appeler. Il a peut-être la présentation en plein écran, je pense. C'est possible. Du coup, il nous voit pas. Mais il devrait nous entendre. Je crois qu'il continue là. Il est lancé. Je vais mettre un mot là. Bug. Portable, mais il répond pas, il doit pas voir. J'ai mis un mot dans le WhatsApp.
Ouais, mais s'il regarde pas son téléphone. Euh, Ouais. Je vais le mettre dans le chat. Mais je suis pas sûre. Il y a un nouveau problème. Ok. On a perdu Clément, ouais. Clément, on peut mute parce que casque, on t'entend plus. On te Je t'ai mute. rendu compte. Voilà, on te mute parce qu'il y a des soucis. Il y a des soucis avec ton casque. Dès que tu nous entends, Clément, dès que tu remets ton micro, on te coupe parce que ça fait beep et on ne t'entend pas. Il y a un gros souci de son là. Non, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. C'est toujours la catastrophe. On est désolé. Est-ce que ouais. Là, t'es en mute. Attends, je te démute. En plus, j'ai l'impression qu'il est figé. Non, on le voit. Non? Ouais. Essaye de parler. Là, t'es en mute, là, on t'entend pas. Ton micro ne fonctionne pas. On va peut-être le démuter, non? Ouais, mais je l'ai fait déjà, ça marche pas. Tu es obligé. Ça marche pas? Non, je pense que tu as un souci. Ce que je te conseille, Clément, c'est de killer ton onglet et de te reconnecter pour voir si ça marche mieux. Ou alors, sinon, ce qu'on proposait. Essayer sans casque. Ouais, essayer sans casque, sinon. Allez, on retente. Vas-y. Ah, ça a l'air mieux là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Ah, Tout va bien. Les aléas du direct. Du coup, on a dû louper un ou deux slides, je pense. Ça a tardé un petit moment. Est-ce qu'on en était? Par contre, moi, je n'entends pas du tout, Clément. Ah, Angélique, c'est. moi j'entends bien. Ouais, nous, on entend bien. Bon, eh ben. On en était à quel slide Celui-là? Ouais. Au point d'exclamation. Ok. Eh ben, Ok. écoute, je vais. Hop. Je vais finir là-dessus. Et je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'on en était, mais c'est donc le rôle du product owner lors d'un sprint. Il doit accompagner l'équipe au quotidien et valider ou pas le contenu du sprint à la fin de ce sprint, lors du sprint heureux. Et là, je vais donner la parole à Angélique, si elle m'entend. Mais Clément, attends un instant, je m'interroge quand même sur un point. Tout peut pas toujours rouler pour le product owner. Il doit bien avoir des obstacles, des trucs qui le gênent et l'empêchent de faire avancer son produit. Oui, c'est pas tant le PO qui peut faire face à des dangers, mais dans l'agilité elle-même, ce qui se passe avant ou pendant un sprint. Donc le product owner, il peut être lui-même un danger pour la mise en place de l'agilité. C'est pas un homme parfait, hein. Il peut ne pas respecter les règles agiles. Donc souvent le product owner, c'est pas un pur agiliste, c'est quelqu'un du métier. Il peut essayer d'ajouter les éléments en cours de sprint. Et même s'il se veut être agile, il peut oublier de donner une vision claire à l'équipe. Donc là, c'est le rôle du Scrum Master de protéger l'équipe de développement du Product Owner lui-même et aussi de protéger le Product Owner s'il peut être mal auprès de l'équipe. On peut voir que ça ne marche pas. Donc là, il a vraiment la casquette du Scrum Master en tant que facilitateur et en faisant respecter le cadre agile qui a été défini au sein de l'équipe Scrum. Donc un autre gros danger, c'est l'absence de mon Product Owner. Donc on en a vu, il doit être là pour expliquer, pour répondre aux questions, pour réajuster en cours de sprint. Donc s'il n'est pas assez présent, pareil, l'équipe elle va faire des interprétations pour continuer à avancer et au final, le résultat risque de ne pas correspondre à ce que le Product Owner attendait. Il faudra recréer des user stories pour la développer dans un prochain sprint. Ça va prendre du retard, alors que si le product owner
il était là directement, il aurait pu rectifier et répondre à la question. Et ça aurait pu éviter que l'équipe de développement prenne ses décisions et pour avancer sans avoir consulté le product owner. Donc, il doit vraiment être auprès de l'équipe le plus souvent possible. Donc, on va revenir un peu à nos interactions. Donc, on a vu, il recueille le besoin auprès du métier, il traduit ce besoin d'un product backlog. Ensuite, l'équipe, elle va le transformer dans un sprint backlog. Mais là, le travail du PO, il n'est pas fini. Il assure aussi la boucle de retour jusqu'aux parties prenantes. Donc, il valide l'incrément du produit réalisé pendant le sprint et de nouveau, il va interagir avec les parties prenantes. Donc, le product owner, il doit retourner voir le métier après un sprint pour justement donc, montrer le produit, montrer l'incrément, montrer le produit aux utilisateurs lors de la démonstration qu'il y aura à la revue de sprint pour montrer les nouvelles fonctionnalités. C'est le product owner qui va inviter les personnes qui participent à la démonstration. C'est aussi le product owner qui va recueillir les feedbacks, qui va repartager la vision cible, qui peut évoluer au fil de temps et au fil de la réalisation du produit. Et il va aussi récupérer les nouveaux besoins, les nouvelles idées qui vont émerger grâce à la vision réelle du produit. On sait très bien que quand on voit un produit en train de se réaliser, ça va nous donner plein de nouvelles idées. Donc, c'est lui qui va les noter, qui va les reprioriser, soit les rejeter. Donc, c'est bien lui qui va faire évoluer le backlog en fonction des besoins immédiats et pas forcément des besoins qui vont être exprimés 6 mois auparavant. Donc, est-ce que c'est plus clair maintenant ? Ouais, ça me semble. Donc, le PO, il doit recueillir les besoins, challenger le besoin, interagir avec les parties prenantes et l'équipe de réalisation, retraduire tout ça pour l'équipe de dev, répondre à leurs questions, retourner voir les parties prenantes pour leur montrer les réalisations. Il doit faire tout ça? Et oui, ça fait beaucoup. Et oui, il doit faire tout ça, mais il peut déléguer. Donc, il peut déléguer si besoin. Il peut déléguer. Maintenant, on voit souvent des rôles de proxy product owner. Faut pas. C'est bien des personnes qui sont partie de l'équipe Scrum, qui sont intégrées à l'équipe de développement, mais qui ont une relation privilégiée avec le product owner. C'est-à-dire que c'est eux qui vont accompagner l'équipe au quotidien pour répondre aux questions sur le fonctionnel, qui vont être disponibles à 100% pour l'équipe de développement. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des business analysts qui vont être intégrés à l'équipe de développement, mais qui vont plus se focaliser sur tout ce qui est conception fonctionnelle, validation par les tests. Donc, il peut déléguer un grand nombre de tâches, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui reste l'unique référent et l'unique décisionnaire. Ok, donc en résumé, en quelques mots, les grandes actions du product owner. Donc, il fait l'intermédiaire entre le technique et le métier. Il recueille le besoin, le transforme, l'explique. Il propose des solutions au métier. Bon, tout ça, c'est le côté théorique. Alors certes, il faut se rapprocher au maximum de la théorie, mais bon, en pratique, comment on gère les aléas? Eh ben donc, on va prendre des exemples. Donc le premier exemple, c'est je vais demander cette tâche à l'équipe de développement. C'est pas grand-chose. Donc là, product owner, il veut dire, ça prend 5 minutes, ils peuvent bien faire ça. Alors non, ils peuvent pas faire ça. Une fois qu'on a lancé un sprint, en fait, ce qui est dans le sprint ne change pas. Donc s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, elles sont rajoutées dans le product backlog pour être priorisées plus tard, mais on les intègre pas dans le sprint. Et il faut vraiment effectivement éduquer à la fois l'équipe de dev, mais aussi les parties prenantes pour bien respecter cette règle de base. Oui, mais mes parties prenantes, elles ont des besoins supplémentaires. Et hop, on l'ajoute dans le sprint en cours.
Et non, toujours pas. Alors, c'est très bien que les parties prenantes aient encore des besoins parce que ça veut dire que le produit va continuer à évoluer. Par contre, on l'intègre toujours pas dans le sprint en cours. C'est à intégrer dans le product backlog et ça va être repriorisé par le product owner et peut-être pris en compte dans les prochains sprints, mais pas dans le sprint en cours. Ok, mais bon, l'objectif de mon sprint, il n'a plus lieu d'être. Voilà, cette fonctionnalité complète, elle est obsolète. Eh ben tant pis, on continue comme ça. Alors non, si l'objectif complet du sprint n'a plus lieu d'être, c'est le seul cas où on va pouvoir annuler le sprint. Alors je dis on, en fait c'est le product owner. Il n'y a que le product owner qui peut annuler le sprint et c'est vraiment uniquement dans le cas où l'objectif complet du sprint n'a plus lieu d'être. Alors attention toutefois, une annulation de sprint, ça doit être fait vraiment en dernier recours. C'est quelque chose qu'il faut éviter au maximum parce que ça peut avoir des impacts forts, notamment sur l'équipe, sur son implication et sur sa motivation. Parce que ça veut dire qu'ils ont commencé à bosser sur des choses et on va les arrêter en plein milieu et potentiellement ils vont pas pouvoir, enfin ils vont pas finir ce qui a été démarré. En plus, ça remet en cause tout le cadencement en fait et ce que Scrum appelle la consistency, enfin, en tout cas tout le rythme que peut avoir l'équipe avec les cérémonies, la durée des sprints qui est très régulière, etc. Ok, mais bon, moi j'ai des parties prenantes, ils me disent tout est super important et tout doit être dans mon MVP. Ah bah oui, hein, bah pas de souci, bon, on respectera d'ailleurs le délai et le budget fixé. Alors, dans le monde d'Alice au pays des merveilles, peut-être, mais dans la vraie vie, non. Non, non. C'est vraiment important de rappeler en fait que pour avoir un MVP, donc il faut bien avoir en tête les objectifs du produit et surtout prioriser ensemble qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur là maintenant tout de suite et c'est pas forcément l'intégralité du produit. Donc vraiment bien prioriser ensemble qu'est-ce qui va avoir le plus de valeur pour pouvoir montrer très rapidement aux utilisateurs, aux parties prenantes un premier résultat et aussi travailler la roadmap du produit pour donner de la visibilité sur les prochaines échéances et les prochaines fonctionnalités qui pourront être délivrées. Ouais, mais bon, nous sommes une équipe et personne n'a plus de droit qu'un autre pour décider d'une fonctionnalité. Ah bah oui, hein, vous êtes tous PO à part entière. Non, il n'y a qu'un PO pour un produit et c'est lui l'unique décisionnaire. Donc l'équipe n'a pas à décider ce qu'il y a à faire sur le produit. Comment faire ce que le PO a choisi de faire sur le produit, oui, mais par contre, c'est pas l'équipe qui décide ce qu'elle veut faire sur le produit. Donc, PO, un product owner, un produit, unique décisionnaire. Oui, mais bon, je suis débordé avec mes 5 équipes Scrum, je n'ai pas du tout assez de temps pour tout faire. Oh bah ouais, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va ajouter 1 ou 2 ou 3 PO supplémentaires. Non, on n'ajoute pas de PO. Si on a un seul produit, même s'il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus, on a un seul product owner et un seul product backlog. Par contre, le product owner, il peut déléguer un certain nombre de ses tâches à soit à l'équipe de dev, soit à d'autres collaborateurs. Donc, ça peut être des business analysts pour travailler sur la rédaction des US, sur le maquettage, ça peut être un proxy product owner. Dans tous les cas, la règle, c'est bien un produit, un PO, un product backlog. Ok, merci. Donc là, on va conclure. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette présentation, donc dans un premier temps, il faut maximiser la valeur. C'est vraiment le rôle du product owner. C'est aussi un rôle unique. C'est lui l'unique décisionnaire. On a un produit, un product owner. C'est aussi un rôle nécessaire. On ne peut pas se passer d'un product owner s'il a la vision. C'est aussi un rôle très compliqué. Il doit switcher en permanence entre 2 univers, 2 langages. Il a aussi des attentes différentes par son sponsor, les parties prenantes. Et aussi, il a une forte attente par son équipe de développement qui doit porter, à qui il doit consacrer du temps. Et il a aussi des fortes attentes des utilisateurs, donc c'est un rôle très compliqué. Alors, on l'a vu, le product owner, il pilote le produit.
pas l'équipe, c'est pas un chef de projet. Il a aussi la possibilité de déléguer certaines de ses actions, mais dans tous les cas, il reste responsable du product backlog et de la valeur qui est produite sur le produit. On l'a souvent répété, il est l'unique décisionnaire, donc à la fin, c'est lui qui prendra la décision de ce qu'on fait ou pas sur le produit. Et pareil, ça aussi, on l'a bien répété, et c'est le message à retenir de cette conférence, c'est le product owner, son rôle principal, sa responsabilité principale, c'est de maximiser la valeur, d'apporter un maximum de valeur au plus tôt. Alors, nous arrivons au terme de cette présentation. Nous allons donc maintenant passer aux questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions dans le cadre de cette conf, vous pourrez nous retrouver à la table Soprasteria ou nous poser directement vos questions par chat, aussi bien à Clément qu'à moi. Et juste avant de vous laisser la parole, n'oubliez pas également, après cette session, de renseigner votre Rôti Express. On va mettre le lien dans le chat. Clément, est-ce que tu as repéré une première question? Je vois une première question. Donc, c'est: avez-vous des conseils pour répondre aux parties prenantes qui peuvent avoir des demandes opposées? Je peux même commencer un peu la réponse, parce que ça fait le lien avec la conférence que j'avais animée l'année dernière. Les conseils, c'est justement de bien capter la valeur métier. Donc, le plus dur, c'est de valoriser chaque fonctionnalité avec une valeur métier. Et donc là, il y a des techniques. Hein. Il y a des techniques où justement, on va faire des ateliers où chacun va pouvoir valoriser. Ces ateliers-là, on va confronter les différentes parties prenantes. Ils vont pouvoir échanger sur la fonctionnalité, quelle valeur est là, et in fine, avec les mêmes règles, ils vont pouvoir se mettre d'accord. Ça, on va dire, c'est tout. Si tout se passe bien entre les parties prenantes et qu'il n'y a pas trop de relations hiérarchiques ou de choses comme ça fonctionne en atelier. Ensuite, il y a d'autres techniques où on va définir des critères précis de ce qu'on veut pour notre produit. On va vraiment mettre une règle. Je sais pas moi, il faut que j'ai tel élément, faut que ma fonctionnalité réponde à ces 4 critères. Je peux même mettre des poids sur mes critères et on évalue de manière analytique comment ma fonctionnalité répond à ces critères. Ça nous permet d'avoir une valeur, et ensuite on a une valeur qui est objective, qui ne peut pas être rejetée par mes parties prenantes. Et nous, en tant que product owner, on va dire j'ai fait tel choix en fonction de ce qu'on a valorisé. Donc j'espère avoir bien répondu à la première question. La deuxième question, si vous levez la main, si vous voulez réagir. La deuxième question, finalement, si le product owner est entre les parties prenantes et l'équipe, qui fait en sorte que l'équipe soit une équipe? Voir la keynote de Simon. Le Scrum Master, point d'interrogation. Angélique, si tu veux répondre. Alors, moi, je dirais le Scrum Master, effectivement, il peut aider à créer une certaine cohésion dans l'équipe. Maintenant, c'est un travail communautaire de l'équipe pour faire en sorte que ce soit une équipe. On l'a vu dans Scrum, il n'y a pas de management, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de leader. Toute l'équipe, l'équipe est auto-organisée. Donc, ça va être à l'équipe de se constituer elle-même avec l'aide du Scrum Master qui pourra donner des petits des tuyaux pour aller dans cette direction. Tu veux compléter? Je voulais juste compléter sur tu dis que le PO est entre les parties prenantes et l'équipe. Faut pas oublier que le product owner fait partie de l'équipe Scrum. Ouais. Okay. Il est vraiment intégré à 100% dans l'équipe. Et donc c'est lui en plus qui va donner la vision. Et il me semble, c'est le premier élément que Simon avait noté pour faire une équipe, c'était avoir une vision. Donc voilà, Marc-Alexandre, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Si tu veux compléter, n'hésite pas à lever la main. Et la dernière question, s'il y a création d'un poste de PO dans une organisation,
comment faire comprendre au dev son rôle et faire en sorte qu'il le sollicite? Alors, tu as déjà un peu répondu à cette question juste avant, Clément. En fait, le product owner, il fait partie de l'équipe. Donc, naturellement, comme il fait partie de l'équipe, normalement, les devs, enfin voilà, forcément échanger avec lui. Après, quand une entreprise, une organisation décide de créer un poste de product owner, ça veut dire aussi qu'ils ont une intention d'agiliser en fait leur mode de fonctionnement. Et ça peut s'accompagner soit par du coaching agile, soit le Scrum Master aussi. Il a un rôle pour venir déjà aider l'équipe, expliquer à l'équipe l'agilité et ce qu'est Scrum, mais aussi toute l'organisation qui est autour. Donc c'est pas juste on crée un poste comme ça et puis après débrouillez-vous. C'est vraiment toute l'organisation qui doit évoluer et qui doit être éduquée dans ce sens-là. Ok. Et j'ai encore une question. Donc, product owner, business analyst, AMOA, j'en passe et des meilleurs, hein. Donc, j'ai l'impression que les gens ont tendance à mélanger tout ça. Donc, comment les différencier clairement? Effectivement, on peut avoir plein de noms derrière. Après, la grosse différence, product owner, on va être vraiment dans un environnement agile, c'est-à-dire qu'on a une équipe, une Scrum Team, on a une organisation qui a envie. On a un Scrum Master aussi. Faut pas on a un Scrum, ouais, on a vraiment le Scrum Team. je le dis parce que d'expérience, j'ai eu des projets où il y avait que des product owners et pas de Scrum Master. Ouais. Product owner et équipe de développement. Mais donc c'est vraiment, quand product owner, ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté et tout qui est mis en place pour aller dans un mode de fonctionnement agile. Business analyst à MOA, on va plutôt être sur des cycles en V. Après, le business analyst, il a pour moi des compétences techniques que n'auront pas forcément le product owner ou dans certains cas la MOA. Et donc, c'était la dernière question. Et je veux juste compléter. Le plus important, c'est que vous clarifiez bien ces rôles. N'hésitez pas à écrire une fiche de poste. C'est ce qu'il doit faire au quotidien et l'afficher. Ouais. Que ça soit PO, BA, AMOA ou autre chose. Faut que tout le monde sache ce qu'il doit faire et quelles sont les interactions, pourquoi on pourrait lui demander des choses et qu'est-ce qu'il doit nous fournir. Effectivement, il ne faut pas se limiter au titre et bien creuser quelles sont les responsabilités, les attendus, les rôles, etc. Et voilà. Merci Clément, merci Angélique. Et merci. Désolé pour le souci technique. Merci. Ça arrive, ce sont les aléas du direct.